Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Tout a commencé par ce qui semblait être une journée ordinaire. Le travail avait été difficile, comme toujours, et j'ai décidé de terminer plus tôt que d'habitude. En milieu d'après-midi, j'étais déjà en route vers la maison, espérant me détendre et chasser la pression incessante des délais et des réunions. En entrant dans l'allée, rien d'inhabituel n'a attiré mon attention. La maison était silencieuse, comme elle devait l'être. Mais en franchissant la porte, une légère odeur de cuisine fraîche m'a accueilli, une senteur familière et réconfortante. J'ai posé mon sac et me suis dirigé vers la cuisine, pensant enfin m'asseoir avec une tasse de café. En entrant, mon regard a immédiatement été attiré par un objet posé sur le comptoir de la cuisine. C'était un briquet, mais pas n'importe lequel. Le boîtier en argent, les initiales MD gravées, aucun doute possible, c'était le briquet que j'avais offert à mon meilleur ami, Mike, il y a des années, lors d'un voyage entre amis pour célébrer notre amitié. Je me souvenais de son rire quand je le lui avais donné, disant qu'il était trop chic pour un gars comme lui, mais il l'avait gardé, et maintenant, il était là, sur mon comptoir, comme s'il y avait sa place. Cela n'avait aucun sens. Je l'ai pris, le tournant dans mes mains, sentant son poids. Ma femme était à l'évier, lavant des légumes, dos à moi. « C'est le briquet de Mike ?» ai-je demandé, gardant une voix calme et désinvolte, bien que la question pesât plus lourd que je ne l'avais prévu. Elle s'est retournée avec un léger sourire, jetant à peine un coup d'œil avant de hausser les épaules. « Oh, oui, je l'ai trouvé dans la voiture. Il a dû l'oublier la dernière fois que tu l'as conduit quelque part. » J'avais l'intention de le lui rendre, mais j'oublie toujours. Son ton était si naturel, si calme, que pendant un instant, j'ai presque cru son explication. J'ai hoché la tête, reposant le briquet là où je l'avais trouvé, et j'ai fait comme si l'affaire était close. Mais en quittant la cuisine, quelque chose dans son explication me dérangeait. La vérité, c'est que je n'avais pas conduit Mike depuis des mois. La dernière fois qu'il était monté dans ma voiture, c'était il y a une éternité, et j'étais certain qu'il n'avait pas ce briquet avec lui. De plus, pourquoi était-il posé si ostensiblement sur le comptoir si elle venait de le trouver? Les détails ne collaient pas, et je ne pouvais me défaire de l'impression que ce n'était pas une coïncidence. Ce soir-là, nous nous sommes assis pour dîner. Elle était de bonne humeur, comme souvent, discutant de sa journée de travail et me posant des questions sur la mienne. J'écoutais, hochant la tête au bon moment, bien que mes pensées revenaient sans cesse à ce briquet. Entre deux conversations sur ses projets pour le week-end et un éclat de rire à propos d'une anecdote de son collègue, elle a mentionné qu'elle avait des projets de dîner avec ses collègues ce soir-là. Elle m'a demandé si cela me dérangeait qu'elle sorte quelques heures. « Bien sûr que non », ai-je répondu. Je n'étais pas du genre à l'empêcher de faire quelque chose d'aussi banal que de rencontrer des collègues pour dîner. Peu après, mon téléphone a vibré. C'était Mike. Il s'excusait de ne pas pouvoir se libérer ce soir, comme nous l'avions vaguement prévu, expliquant qu'un imprévu au travail l'en empêchait. Son ton était désinvolte, mais cela m'a semblé étrange. Nous n'avions rien fixé de concret et son annulation soudaine semblait inutile à mentionner. Ce qui m'a frappé davantage, c'était le timing, ma femme partant pour son dîner et Mike soudainement occupé au même moment. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Au cours des derniers mois, leurs emplois du temps s'étaient trop souvent chevauchés pour que ce soit une coïncidence. Quand elle est partie, je suis resté à la maison, mais un sentiment de malaise grandissait. J'ai décidé de faire un tour discret dans la maison, cherchant quelque chose qui pourrait confirmer ou dissiper les soupçons qui s'accumulaient dans mon esprit. J'ai vérifié le salon, son bureau à domicile, même le garage, mais tout semblait normal. Aucun signe d'anomalie, aucun indice caché suggérant que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver, mais l'absence de réponse ne faisait qu'aggraver les choses. Plus tard ce soir-là, je suis retourné dans la chambre, faisant défiler mon téléphone pour me distraire. Son téléphone, posé sur sa table de chevet, s'est brièvement allumé avec une notification. Le nom à l'écran m'était inconnu. Ce n'était pas un collègue que je reconnaissais, ni une amie qu'elle avait mentionnée auparavant. Elle a remarqué que je l'avais vu et a rapidement pris son téléphone, souriant en balayant la notification. « Des trucs du boulot », a-t-elle dit légèrement, comme si ce n'était rien. Puis elle a repris ce qu'elle faisait. Sa réaction était fluide, presque trop parfaite. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'accepter son explication, mais mon esprit s'emballait. Sa manière désinvolte de gérer la situation était censée me rassurer, mais elle n'a fait qu'approfondir mes doutes. Le reste de la soirée s'est déroulé sans incident. Elle est rentrée de son dîner, joyeuse comme toujours, et nous sommes allés nous coucher sans problème. Mais je n'arrivais pas à dormir. Allongé dans l'obscurité, je ne pouvais m'empêcher de penser au briquet, au changement soudain des plans de Mike et à ce contact inconnu sur son téléphone. Séparément, ces éléments ne signifiaient pas grand-chose. Ensemble, ils semblaient être les pièces d'un puzzle que je n'avais pas encore réalisé que j'essayais de résoudre. Pour la première fois, je sentais les fondations de notre vie vaciller légèrement sous mes pieds.
Je ne savais pas encore quoi en penser. Peut-être que ce n'était rien, une série de coïncidences que j'amplifiais démesurément. Ou peut-être était-ce le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt. Quoi qu'il en soit, une chose était certaine, je ne pouvais plus l'ignorer. Ce n'était pas seulement une question de briquet égaré ou de dîner annulé, c'était cette impression croissante que quelque chose n'allait pas, quelque chose que je ne pouvais pas encore définir, mais que je ne pouvais pas me permettre d'ignorer. Cette nuit-là a marqué le début, le premier jour où mon monde, apparemment si solide et sûr, a commencé à se fissurer légèrement sur les bords. Le lendemain, je me suis réveillé avec un plan clair en tête. J'avais passé trop de temps à écarter les détails troublants, à me convaincre que tout allait bien. Maintenant, je savais que je ne pouvais plus ignorer les signes. Que j'imagine des choses ou non, je devais découvrir la vérité. Je n'allais pas laisser la situation se développer davantage sans clarté. Ce n'était pas de la paranoïa ou de la suranalyse. C'était une question de confronter les faits et de donner un sens à ce qui commençait à ressembler à un tissu de mensonges. La matinée s'est déroulée comme d'habitude. Elle était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec son calme habituel, parfaitement à l'aise. Si quelque chose la troublait, elle ne le montrait pas. En m'asseyant avec mon café, elle a mentionné, presque en passant, qu'elle devait se rendre dans une ville voisine après le déjeuner pour une réunion avec un client. Son ton était désinvolte, comme s'il s'agissait d'une simple partie de sa journée de travail. J'ai hoché la tête, feignant le désintérêt. Intérieurement, je planifiais déjà ma prochaine étape. Je la suivrais. Après le petit déjeuner, je l'ai observée tandis qu'elle suivait sa routine habituelle, totalement inconsciente de mes intentions. Je suis resté silencieux, posant seulement quelques questions simples pour maintenir une apparence de normalité. Lorsqu'elle a quitté la maison après le déjeuner, j'ai attendu quelques minutes avant de monter dans ma voiture et de la suivre. Je gardais une distance prudente, veillant à ne pas être vu. Je n'allais pas la laisser me repérer. Au début, la conduite semblait routinière. Elle a pris la route principale, se dirigeant vers le centre-ville. Je restais en arrière, laissant d'autres voitures combler l'écart entre nous autant que possible. Après environ 20 minutes, elle s'est garée dans un petit parking à l'extérieur d'un café en périphérie de la ville. J'ai garé ma voiture à une courte distance, là où j'avais une vue claire sans attirer l'attention. Elle est restée dans sa voiture un moment, sa posture détendue, mais elle n'était pas inactive. Je l'ai vue regarder son téléphone plusieurs fois, tapant rapidement quelque chose, puis jetant un coup d'œil autour d'elle, comme si elle attendait quelqu'un. Son comportement semblait délibéré, et mes soupçons ne faisaient que croître. Quelques minutes plus tard, une autre voiture est entrée dans le parking. Ma prise sur le volant s'est resserrée lorsque j'ai reconnu la voiture. C'était celle de Mike. Je l'ai regardé sortir, ses mouvements rapides et déterminés. Il a jeté un bref coup d'œil autour de lui avant de marcher vers sa voiture. Elle a déverrouillé la portière et il est monté côté passager. La voiture est restée garée, eux deux à l'intérieur, pendant un moment. Je ne pouvais pas voir ce qu'il disait ou faisait, mais je n'en avais pas besoin. Le simple fait qu'il se retrouve ainsi, en secret, suffisait à confirmer mes pires craintes. J'ai lutté contre l'envie de sortir de ma voiture et de les confronter sur le champ. Autant que je le voulais, je savais que ce n'était pas le bon moment. J'avais besoin de plus qu'une intuition. J'avais besoin de preuves irréfutables. Après quelques minutes, la voiture a quitté le parking avec eux deux à l'intérieur. Je les ai suivis à distance prudente alors qu'ils se dirigeaient vers un quartier résidentiel. Finalement, ils se sont engagés dans une allée étroite menant à une propriété privée entourée d'une haute clôture. J'ai garé ma voiture à quelques pâtés de maison, là où je pouvais encore voir l'entrée sans risquer d'être vu. Leur voiture a disparu derrière les portes, me laissant avec rien d'autre que des questions. Je suis resté dans ma voiture pendant ce qui m'a semblé une éternité, attendant qu'ils sortent. Les heures s'éternisaient et mon esprit passait en revue toutes les possibilités. Que faisait-il là-dedans? Depuis combien de temps cela durait-il? Les pièces commençaient à s'assembler. Le briquet, les emplois du temps qui se chevauchaient, les réunions inexpliquées. Tout pointait vers une seule conclusion, et son poids était presque insupportable. Après avoir attendu plus de 2 heures sans signe de leur départ, j'ai décidé de changer d'approche. Si Mike était ici, il ne serait pas chez lui. Cela confirmerait tout. J'ai démarré la voiture et me suis rendu chez lui, l'esprit clair et concentré. En arrivant, la maison était sombre et silencieuse. J'ai sonné et frappé, mais aucune réponse. C'était exactement ce à quoi je m'attendais, mais cela m'a tout de même frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'était pas chez lui, et je savais exactement où il était. En rentrant, j'ai essayé de tout assembler. La chronologie, les excuses, les mensonges. Tout s'imbriquait parfaitement. Il n'y avait plus de doute possible. Ma femme avait une liaison avec la personne en qui j'avais le plus confiance. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une tromperie calculée qui se déroulait sous mon nez.
J'ai rejoué chaque moment dans mon esprit, chaque instant où j'avais peut-être manqué les signes. En arrivant à la maison, j'ai fait de mon mieux pour agir normalement. Je ne pouvais pas lui laisser savoir ce que j'avais vu ou ce que je savais. Pas encore. Elle est rentrée plus tard ce soir-là, toujours aussi calme et posée. Elle m'a raconté une brève histoire sur sa prétendue réunion avec un client, mentionnant quelque chose à propos de la circulation sur le chemin du retour. Son ton était léger, son visage parfaitement composé. J'ai hoché la tête, feignant l'intérêt, mais à l'intérieur, je bouillais. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant le plafond. Mes pensées étaient un chaos, mais une chose était claire. J'avais besoin de la vérité. Pas des suppositions, pas des soupçons, mais des preuves irréfutables. Jusque-là, je ne dirais rien. Je devais être sûr avant de faire un pas, peu importe à quel point la vérité pouvait être douloureuse. Je devais l'affronter de front. Je ressentais le poids de tout cela peser sur moi, mais il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Je n'allais pas laisser mes émotions obscurcir mon jugement. Je devais rester vif, concentré et méthodique. Ce n'était pas seulement une question de ce qui s'était passé, mais de ce que j'allais faire ensuite. Ainsi, alors que la nuit s'étirait, j'ai résolu de tout découvrir, quoi qu'il en coûte. Je ressentais le besoin de confronter cette trahison de front, de rassembler chaque détail et de forcer la vérité à éclater. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais que je devais trouver des réponses, même si elles étaient pires que ce que j'imaginais. Le 3e jour a commencé avec une tension silencieuse dans l'air. Bien que nous jouions tous deux la comédie de la normalité, il était clair que quelque chose avait changé. Elle agissait comme si tout allait bien, mais je remarquais des différences subtiles dans son comportement. Il y avait une nervosité dans ses mouvements, un calcul prudent dans sa façon de parler. Peut-être que je n'avais pas masqué mes pensées aussi bien que je le croyais. Ou peut-être que son intuition avait capté quelque chose. Quoi qu'il en soit, les fissures dans notre routine habituelle devenaient plus visibles. Alors que j'étais assis à la table de la cuisine, buvant mon café, elle a posé un petit morceau de papier sur le comptoir, presque délibérément. Il contenait une liste de noms, des personnes qu'elle prétendait devoir rencontrer dans les prochains jours. Elle l'a désigné avec une nonchalance étudiée, un sourire désinvolte, mais acéré. « Au cas où j'oublierais avec qui je dois rencontrer aujourd'hui », a-t-elle dit avec un léger rictus. Son ton était léger, mais le geste semblait délibéré, presque moqueur. J'ai jeté un coup d'œil au papier sans commenter. Mes yeux ont parcouru les noms et l'un d'eux m'a immédiatement frappé. Lindsay. Ce nom m'était inconnu. Je ne me souvenais pas qu'elle ait jamais mentionné quelqu'un de ce nom, même en passant. Mais je n'ai pas réagi. J'ai simplement hoché la tête et laissé le moment passer, gardant mes soupçons pour moi. Si elle voulait jouer à ce jeu, je jouerais pour l'instant. Sa confiance arrogante était agaçante, mais je n'allais pas la laisser me déstabiliser. Plus tard, alors qu'elle s'affairait ce matin-là, j'ai trouvé une opportunité d'agir. Pendant qu'elle était dans la salle de bain, j'ai pris son téléphone et parcouru ses contacts. Comme prévu, il y avait une entrée pour Lindsay, mais quelque chose clochait. Le numéro n'était pas complet, comme s'il avait été enregistré à la hâte, sans intention de résister à un examen approfondi. Tout cela semblait être une tentative maladroite pour me détourner de la vérité. J'ai reposé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé, mes soupçons s'intensifiant. Quoi qu'elle essayât de cacher, elle n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. La journée s'est poursuivie sans incident pour la plupart du temps. Elle s'occupait et je restais silencieux, observant ses mouvements et réfléchissant à mes prochaines étapes. En fin de soirée, j'étais assis dans le salon, feuilletant un journal sans vraiment le lire. C'est alors qu'elle est apparue, sortant de la chambre dans une tenue qui a immédiatement déclenché des alarmes. Elle était habillée comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Jupe courte, haut ajusté, talons hauts. Son maquillage était plus prononcé que d'habitude, et ses cheveux étaient de coiffer avec un soin qu'elle réservait aux occasions spéciales. Je l'ai regardé, mon expression neutre, mais mon esprit s'emballait. « Où vas-tu habillé comme ça ?» ai-je demandé, gardant une voix froide et posée. À l'intérieur, une tempête se déchaînait. L'audace de son apparence, son mépris flagrant pour la subtilité, c'était comme si elle voulait me provoquer. Elle s'est arrêtée, croisant mon regard avec ce sourire exaspérant de confiance. « Je vais tromper ton meilleur ami ?» a-t-elle dit, moqueuse, son ton dégoulinant de sarcasme. « C'est ce que tu as décidé, non ?» Ces mots étaient un défi direct, me mettant au défi de répondre. Pendant un instant, je n'en croyais pas mes oreilles. Elle jouait avec le feu, testant les limites pour voir jusqu'où je la laisserais aller. Ses paroles n'étaient pas seulement un déni, elles étaient une provocation, une manière d'affirmer son contrôle sur la situation. Elle voulait que je me sente impuissant, que je remette en question tout ce que je pensais savoir. Sans attendre ma réponse, elle s'est tournée vers la porte. « Eh bien, reste ici et amuse-toi tout seul », a-t-elle ajouté par-dessus son épaule, sa voix empreinte de moquerie. Puis elle a attrapé son sac et est sortie, claquant la porte derrière elle. Le bruit a résonné dans la maison, laissant un silence lourd dans son sillage. Je suis resté assis, agrippant les accoudoirs de la chaise pour me stabiliser. Ses actions et ses mots se rejoignent dans mon esprit, chacun plus exaspérant que le précédent.
Sa manière de s'habiller, de parler, c'était une attaque délibérée contre ma patience, un mouvement calculé pour provoquer une réaction. Elle n'avait pas peur d'être découverte. En fait, elle semblait savourer l'idée, comme si elle me défiait de la confronter. Je me suis adossé à la chaise, me forçant à rester calme. Perdre le contrôle ne m'aiderait pas ici. Elle voulait que je craque, que j'agisse impulsivement et que je perde mon sang-froid, mais je ne lui donnerais pas cette satisfaction. Je devais être plus intelligent que cela. Ce n'était pas une bataille d'émotions, c'était une question de stratégie. Son arrogance était exaspérante, mais elle était aussi révélatrice. Elle croyait qu'elle tenait toutes les cartes, que j'étais impuissant à l'arrêter. Cette confiance excessive serait sa chute. Pour l'instant, je devais continuer à jouer le rôle du mari inconscient, attendant mon heure jusqu'à ce que j'aie ce dont j'avais besoin. Chaque mouvement qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait était une nouvelle pièce du puzzle qui se mettait en place. Au fil des heures, j'ai rejoué les événements de la journée dans ma tête. La liste qu'elle avait laissée sur le comptoir, le contact suspect dans son téléphone, son attitude effrontée. Tout pointait vers une chose. Elle me testait, poussant pour voir jusqu'où elle pouvait aller sans conséquence. Mais si elle pensait que j'allais rester les bras croisés, elle se trompait. La maison semblait étrangement silencieuse en son absence. Je me suis levé, arpentant la pièce tout en considérant mes options. La confronter directement était tentant, mais cela n'aboutirait à rien. Elle nierait tout, retournerait la situation et essaierait de me faire douter de moi-même. Non, j'avais besoin d'un meilleur plan, un plan qui ne laissait aucune place aux excuses ou à la manipulation. Alors que la nuit s'éternisait, j'ai résolu de rester sur ma voie. Ces jeux étaient exaspérants, mais je n'allais pas les laisser me détourner. Elle pensait qu'elle avait le contrôle, qu'elle pouvait me pousser à bout. Mais elle avait tort. Je n'allais pas la laisser penser, même une seconde, qu'elle avait gagné. Je suis resté assis un moment de plus, fixant la porte qu'elle avait claquée derrière elle. Le silence qu'elle avait laissé était lourd, presque moqueur. Son comportement avait été trop effronté pour être autre chose que délibéré. Sa manière de parler, de s'habiller, tout semblait plus destiné à me provoquer qu'à cacher quoi que ce soit. Mais ce n'était pas le moment de m'asseoir et d'analyser ses intentions. Il y avait du travail à faire. J'ai attendu quelques minutes pour m'assurer qu'elle était assez loin, puis j'ai pris mes clés et suis sorti. Sa voiture était garée le long du trottoir et je l'ai vue démarrer juste au moment où je montais dans la mienne. Je l'ai suivi à une distance prudente, veillant à ne pas trop me rapprocher. Les rues étaient calmes, et il ne lui a pas fallu longtemps pour disparaître de ma vue. J'ai ajusté ma vitesse, restant prudent mais concentré, et j'ai fini par repérer sa voiture qui tournait sur une route moins fréquentée. Ce n'était pas un long trajet, 21 minutes tout au plus, avant qu'elle ne s'engage dans l'allée d'une grande maison en périphérie de la ville. J'ai garé ma voiture plus loin dans la rue, éteignant les phares pour éviter d'attirer l'attention. De mon point d'observation, je pouvais voir la maison clairement. Elle était entourée d'une haute clôture, le genre qu'on s'attend à voir autour de propriétés coûteuses. L'endroit n'avait rien à voir avec la maison de Mike. C'était bien trop grandiose, trop raffiné. C'était du luxe affiché, pas la maison modeste d'un ami proche. Je me suis penché en avant, observant alors qu'elle sortait de sa voiture, un petit sac à main à la main. Elle s'est arrêtée, jetant un coup d'œil autour d'elle, mais ses yeux ne se sont pas attardés sur ma voiture. J'avais garé assez loin pour rester caché. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte. Un homme est sorti, grand, bien habillé, portant un costume sur mesure. Mon corps s'est tendu instinctivement, m'attendant à voir Mike. Mais ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Jacob. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était le patron de Mike, un homme que je n'avais vu qu'une poignée de fois lors d'événements professionnels. Sa réputation le précédait, confiant, autoritaire et, à en juger par l'apparence, plus riche que je ne l'avais imaginé. J'ai agrippé le volant si fort que mes jointures ont blanchi. Je les ai regardées se saluer. Elle s'est approchée de lui avec un sourire, son langage corporel détendu, presque familier. Quand ils se sont enlacés, ce n'étaient pas l'étreinte maladroite de simples connaissances. C'était chaleureux, intime. Ma poitrine s'est serrée et j'ai senti le sang me monter à la tête. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Toutes les suppositions que j'avais faites, tous les soupçons que j'avais à propos d'elle et de Mike se sont effondrés en cet instant. Elle ne rencontrait pas Mike, elle rencontrait Jacob. Je me suis forcé à rester calme, ma main serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Les émotions menacèrent de déborder, mais je savais qu'il valait mieux ne pas agir sur une impulsion. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone. Si c'était la vérité, j'avais besoin de preuves. J'ai ouvert l'appareil photo et j'ai commencé à enregistrer. Chaque seconde comptait. Leur manière d'interagir, la façon dont ils s'attardaient l'un près de l'autre, et enfin, comment ils entraient ensemble dans la maison. Mon téléphone a tout capturé. Quand la porte d'entrée s'est refermée derrière eux, j'ai arrêté l'enregistrement et baissé le téléphone. Ma tête tournait, et pendant un moment, je suis juste resté là, fixant la maison maintenant silencieuse. Je me sentais comme un idiot. Tout ce temps, j'avais été si sûr que c'était Mike.
J'avais construit tout un récit dans ma tête, reliant des points qui n'existaient pas. Et pendant que je poursuivais des ombres, la vérité était là, sous mes yeux. Je suis resté garé un moment de plus, essayant de tout assimiler. L'implication de Jacob changeait tout. Ce n'était pas juste un inconnu, c'était le supérieur de Mike, quelqu'un que Mike respectait et probablement craignait. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle, cela avait des implications professionnelles aussi. Cette pensée me donnait des nausées. Jusqu'où cela allait-il? Depuis combien de temps cela durait-il? Les questions inondaient mon esprit, chacune plus lourde que la précédente. J'ai pensé à les confronter sur le champ, à faire irruption dans la maison et à exiger des réponses. Mais je savais que ce serait une erreur. Je n'avais ni plan ni levier. Agir sous le coup de l'émotion ne ferait que me ridiculiser et ne me rapprocherait pas de la vérité. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé la vidéo sur mon téléphone et démarré la voiture. Il n'y avait aucun intérêt à rester plus longtemps. Ils n'allaient pas sortir de sitôt, et je n'allais pas rester là toute la nuit. Le trajet du retour fut silencieux, mais mon esprit était tout sauf calme. Je repassais la vidéo dans ma tête, analysant chaque détail, la manière dont elle lui avait souri, la façon dont il l'avait accueillie. Ce n'était pas le comportement de personnes qui se rencontraient pour la première fois. Ils étaient à l'aise l'un avec l'autre, trop à l'aise. Il était clair que ce n'était pas une occurrence unique. Cela durait depuis un moment. En rentrant chez moi, la maison semblait plus vide que d'habitude. Je me suis assis à la table de la cuisine, téléphone en main, fixant la vidéo que je venais d'enregistrer. Les preuves étaient là, indéniables et accablantes. Mais que devais-je en faire? Ce n'était plus seulement à propos d'elle. L'implication de Jacob compliquait tout. C'était un homme puissant, quelqu'un qui pouvait rendre la vie difficile à quiconque le contrariait. Si je n'étais pas prudent, cela pourrait dégénérer en quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais anticipé. J'ai pensé à Mike. Il n'en savait rien, j'en étais certain. S'il l'avait su, il n'aurait pas gardé le silence. Mike n'était peut-être pas impliqué, mais cela l'affectait tout de même. Jacob était son patron, et cette liaison pouvait détruire leur relation professionnelle. Cela pouvait ruiner des carrières, des amitiés, des vies. Le réseau de mensonges était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé, et maintenant, j'étais au cœur de tout cela. Je me suis adossé à la chaise, fixant le plafond. Le poids de la situation pesait sur moi, mais je ne pouvais pas le laisser m'écraser. Ce n'était plus seulement une question de réagir. Il s'agissait d'être stratégique. Chaque mouvement que je ferais à partir de maintenant devait être calculé. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur, pas quand les enjeux étaient aussi élevés. Une chose était claire, la vérité était bien plus compliquée que je ne l'avais jamais anticipé. Et maintenant, je devais être plus intelligent que jamais si je voulais utiliser cette connaissance à mon avantage. Je ne pouvais plus rester immobile. Les événements de la soirée étaient encore frais dans mon esprit, chaque moment se rejouant comme une boucle obsédante. Les mensonges, la trahison, la froide réalisation de l'ampleur des choses. J'avais besoin de réponses, et je les voulais maintenant. Sans me laisser le temps de trop réfléchir, j'ai pris mes clés et me suis rendu directement chez Mike. Il vivait dans une maison modeste en périphérie de la ville, un endroit que j'avais visité plus de fois que je ne pouvais les compter. Ce soir, pourtant, c'était différent. Ce soir, je n'arrivais pas en tant qu'ami. Quand j'ai franchi la porte, la surprise de Mike était évidente. Il n'a à peine eu le temps de réaliser ma présence que j'étais devant lui, la main déjà levée. La gifle a résonné dans la pièce, brisant le silence tendu. Je ne me retenais pas. Je voulais qu'il ressente la brûlure de ma colère, le poids de sa trahison. Son expression a changé. Un mélange de choc et de culpabilité envahissant son visage alors qu'il levait une main en signe de reddition. « Qu'est-ce que tu faisais, bon sang? » ai-je grogné, ma voix basse mais pleine d'une fureur contenue. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais tout. » Mike n'a pas riposté. Il n'a même pas essayé de se défendre. Au lieu de cela, il m'a fait signe de m'asseoir, son attitude plus résignée que défensive. « Laisse-moi t'expliquer, » a-t-il commencé, son ton lourd de lassitude. Il avait l'air d'un homme qui portait un fardeau depuis trop longtemps et qui, enfin, n'avait plus d'autre choix que de l'affronter. Il a tout avoué. Il savait pour son aventure, et pas seulement récemment, mais depuis des mois. Il les avait vus ensemble. Il connaissait les détails et pourtant, il n'avait rien dit. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises, chaque mot arrachant une nouvelle couche de confiance. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » ai-je exigé, ma voix montant alors que je luttais pour contenir ma rage. « Tu es censé être mon meilleur ami. » Mike a finalement croisé mon regard, ses yeux pleins d'un mélange de honte et de désespoir. « Parce que je ne pouvais pas, » a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. « Ma mère est à l'hôpital. Elle est en train de mourir. Jacob a découvert que je savais et m'a fait une offre. Il m'a payé pour me taire, et j'avais besoin de cet argent pour son traitement. Je n'avais pas le choix. » Pendant un instant, j'ai été réduit au silence, stupéfait. Le poids de ces mots pesait dans l'air, ajoutant une nouvelle couche de complexité à une situation déjà tordue. Autant je voulais le haïr, le blâmer pour son silence, je ne pouvais ignorer le désespoir dans sa voix. Il ne mentait pas. Je pouvais le voir.
Il n'était pas fier de ce qu'il avait fait, mais il l'avait fait par nécessité. Je l'ai pressé pour des détails, ni digne d'être sûr. « Et ta mère, elle est vraiment à l'hôpital » ai-je demandé sèchement, refusant de baisser complètement ma garde. Il a hoché la tête, son expression grave. « Tu peux vérifier toi-même » a-t-il dit calmement. « Elle est en soins palliatifs. Je lui rends visite tous les jours. » Ces mots ont touché une corde sensible. Je me souvenais à quel point il avait semblé distant et épuisé ces derniers 20 ans, son énergie habituelle remplacée par une lassitude pesante. Tout cela avait du sens maintenant. Autant je détestais l'admettre, je le croyais. Les preuves étaient dans son visage, sa voix, ses moindres actions. Pourtant, la trahison faisait mal. À son crédit, Mike n'a pas cherché à se trouver des excuses. Au lieu de cela, il m'a conduit à la cuisine et m'a montré une pile de documents, des factures médicales, des plans de traitement et des documents concernant l'état de sa mère. J'ai parcouru les documents, chaque pièce ajoutant une preuve supplémentaire à son histoire. Cela ne l'absolvait pas de son silence, mais cela m'a forcé à reconsidérer mon approche. Je me suis assis à la table, le poids de la situation pesant sur moi. « C'est un désastre », ai-je marmonné, passant une main sur mon visage. « Il faut qu'on trouve un moyen de réparer ça. » Mike a hoché la tête, son expression sombre. « Je vais aider », a-t-il dit fermement. « Quoi qu'il faille, je suis là. » Nous avons passé les heures suivantes à parler, à élaborer un plan. La première étape était claire. Mike devait se libérer du contrôle de Jacob. Tant qu'il dépendait financièrement de lui, il ne serait jamais libre. Je lui ai offert un poste dans mon entreprise, un emploi stable, avec un salaire suffisant pour couvrir ses dépenses et lui permettre de se concentrer sur ce qui comptait le plus. C'était une bouée de sauvetage, et il l'a accepté sans hésiter. Avec ce problème réglé, nous nous sommes tournés vers Jacob. Mike, ayant travaillé étroitement avec lui, en savait bien plus que moi. Il a révélé un côté de Jacob que je n'avais pas pleinement compris. Des affaires douteuses, de la fraude fiscale et des connexions avec des individus peu recommandables. Au cours des jours suivants, nous avons compilé tout ce que nous pouvions trouver. Des courriels, des dossiers financiers, même des conversations que Mike avait entendues. À la fin, nous avions un dossier épais de preuves qui dépeignait Jacob comme un homme corrompu et dangereux. Je savais que ce n'était pas seulement une question d'exposer Jacob. Il s'agissait de reprendre le contrôle de ma vie. Ma femme avait choisi son camp, et maintenant, je choisissais le mien. Armé des preuves que nous avions rassemblées, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat. Je n'ai rien édulcoré. J'ai exposé les faits, montré la vidéo d'elle avec Jacob, et lui ai remis le dossier de preuves incriminantes. Mon avocat a écouté attentivement, son expression indéchiffrable, alors qu'il absorbait tout. « C'est plus que suffisant pour avancer », a-t-il finalement dit. « Nous commencerons par les démarches de divorce. Cela pourrait prendre quelques jours pour tout mettre en ordre, mais une fois que ce sera fait, nous serons prêts à agir. » J'ai hoché la tête, le poids de la décision s'installant sur moi. Ce ne serait pas une rupture nette, ce serait une guerre. Mais j'étais prêt pour cela. Je n'allais pas laisser ni elle ni Jacob s'en tirer indemnes. Ils avaient fait leur choix, et maintenant, ils en paieraient les conséquences. En quittant le bureau de l'avocat, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Le chemin à suivre était clair et pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de contrôler la situation. Les pièces se mettaient en place et bientôt, il serait temps de frapper. Je suis resté dans ma voiture un moment, fixant le dossier sur le siège passager. Ce n'était pas seulement des preuves, c'était du pouvoir et j'avais l'intention de l'utiliser. Ils m'avaient sous-estimé, pensant qu'ils pouvaient jouer leur jeu sans conséquence. Mais ils avaient tort. Je n'étais pas du genre à reculer et je n'allais pas commencer maintenant. Je savais que bientôt, le moment viendrait de tout mettre en branle, de démanteler tout ce que ma femme et son amant avaient construit et de ne leur laisser que des regrets. La machine était prête. Il ne restait plus qu'à tirer le levier. Le 6e jour a commencé avec une clarté d'intention acérée. Le plan était finalisé et il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Le dossier, épais de preuves incriminantes contre Jacob, était notre arme la plus puissante. Il contenait tout, malversations financières, transactions illégales et même des photos de Jacob en compagnie de personnes qui préféreraient rester dans l'ombre. Chaque pièce avait été minutieusement compilée, prête à démanteler la façade soigneusement construite de Jacob. Mike et moi savions que les enjeux étaient élevés, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. La matinée a commencé avec Mike faisant le premier pas. Il a appelé Jacob, feignant un sentiment d'urgence. Utilisant sa position d'employé, Mike lui a dit qu'il devait discuter de quelque chose de critique. Jacob, arrogant et sûr de lui comme toujours, a accepté sans hésiter. Il ne se doutait de rien. La réunion était fixée pour plus tard dans la journée, dans le bureau de Jacob, sous le prétexte d'une discussion de routine. C'était la première partie de notre plan, et tout se mettait en place parfaitement.
Pendant que Mike se préparait à affronter Jacob, je travaillais en coulisses, m'assurant que nos prochaines étapes soient exécutées avec précision. Le dossier de preuve était prêt à être envoyé aux autorités fiscales et aux forces de l'ordre. À l'aide d'un service de livraison anonyme, j'ai envoyé les fichiers tôt le matin, m'assurant qu'ils seraient reçus avant midi. Les preuves étaient accablantes. Fraude fiscale, détournement de fonds et connexion avec des entreprises criminelles. Ce n'était pas juste un tuyau, c'était un dossier complet prêt à être exploité. Au moment où les autorités recevraient les documents, le sort de Jacob serait déjà scellé. Alors que Mike entrait dans le bureau de Jacob, je me suis garé à proximité, surveillant la situation à distance prudente. Mike avait caché une petite caméra sur sa chemise, me permettant de suivre l'interaction en temps réel via mon téléphone. Je savais que cette partie serait délicate. Jacob n'était pas du genre à bien réagir sous pression. Mike, cependant, a géré cela avec brio. Il a commencé subtilement, faisant des commentaires anodins qui laissaient entendre qu'il connaissait les méfaits de Jacob. « Tu es sûr que tout est en ordre de ton côté ?» a demandé Mike avec désinvolture, un léger sourire aux lèvres. L'irritation de Jacob a été immédiate. « De quoi parles-tu, bon sang ?» a-t-il rétorqué, clairement peu habitué à être questionné. Son arrogance était palpable, et c'était exactement ce sur quoi nous comptions. À mesure que la conversation s'intensifiait, la contenance de Jacob commençait à se fissurer. Il s'est penché en avant, sa voix montant alors qu'il tentait de reprendre le contrôle. Mais Mike ne reculait pas. Il appuyait juste assez pour déstabiliser Jacob sans trop en révéler. Pendant ce temps, j'attendais dans ma voiture, téléphone en main, observant la scène se dérouler à travers le flux en direct. Ma concentration était absolue, chaque muscle de mon corps tendu alors que j'anticipais le prochain mouvement. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. Exactement 1 heure après que Mike est entré dans le bureau, les autorités sont arrivées. 2 voitures banalisées se sont garées sur le parking, suivies de plusieurs officiers portant des dossiers et du matériel. Ils se sont déplacés rapidement, entrant dans le bâtiment avec détermination. À l'intérieur, le chaos a éclaté. La police avait un mandat de perquisition, soutenu par la montagne de preuves que nous avions fournies. Les protestations de Jacob étaient bruyantes et immédiates, mais elles n'ont eu aucun effet. « C'est une erreur !» criait-il, sa voix résonnant dans le bureau. « Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. » Mais son arrogance n'a rien fait pour arrêter les officiers alors qu'ils commençaient à fouiller ses dossiers et à confisquer des fichiers. Mike se tenait à l'écart, observant la scène avec un détachement froid. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. L'expression sur son visage disait tout. Jacob, l'homme qui se croyait intouchable, était enfin mis à genoux. C'était un moment de justification, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que Jacob avait manipulés et exploités. Au fil des heures, il est devenu évident que les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées. Le monde de Jacob s'effondrait, sa réputation détruite en quelques heures. À la fin de la journée, il était en garde à vue, menotté, alors qu'on l'escortait hors du bureau. Je regardais tout cela de loin, mes émotions mêlant satisfaction et froide résolution. Ce n'était pas seulement une question de vengeance, c'était une question de justice. Jacob avait bâti son empire sur des mensonges et de la corruption, et maintenant tout était fini. Avec Jacob hors jeu, je suis rentré chez moi pour affronter la prochaine partie du plan. Ma femme était là, toujours aussi calme et posée. Elle ne savait pas encore ce qui s'était passé. Elle croyait encore qu'elle contrôlait la situation. Mais cette illusion était sur le point de se briser. Je suis entré dans la maison, le dossier en main, et l'ai posé sur la table devant elle sans un mot. Sa réaction a été immédiate. Elle a ouvert le dossier, ses yeux parcourant le contenu, et son expression a changé en un instant. La confiance s'est évaporée de son visage alors qu'elle découvrait les photos, les dossiers, les preuves irréfutables de sa trahison. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblant légèrement. Mais je n'étais pas intéressé par ses explications ou ses excuses. « Ça, » ai-je dit froidement, « c'est ta vie ou ce qu'il en reste. » Ma voix était stable, dénuée d'émotion. J'ai plongé la main dans le dossier et en ai sorti un autre document. Les papiers de divorce. Je les ai jetés sur la table, regardant ses yeux s'écarquiller de choc. « Signe-les, » ai-je dit, « tu savais que ça arriverait. » Pendant un instant, elle a semblé vouloir argumenter, mais le regard dans mes yeux a dû lui faire comprendre que c'était inutile. Elle a hoché la tête en silence, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle prenait le stylo. Quand elle a fini, je me suis levé, lui donnant une dernière instruction. « Tu as 1 heure pour faire tes valises et partir. » Son expression s'est durcie, mais elle n'a pas protesté. Elle savait qu'elle avait perdu. Sans un mot, elle a rassemblé ses affaires, se déplaçant dans la maison avec une efficacité silencieuse. Je ne l'ai pas regardée partir. Quand la porte s'est enfin refermée derrière elle, j'ai ressenti un sentiment de finalité. Le chapitre était clos et je ne regardais pas en arrière.
En me tenant dans la maison maintenant silencieuse, je me suis permis un moment de réflexion. Le plan avait fonctionné parfaitement. Jacob était ruiné, ma femme était partie, et le chaos qu'ils avaient créé était enfin sous contrôle. Ce n'était pas seulement une question de victoire, c'était une question de reprendre ma vie en main. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de liberté. Le poids de leur trahison avait disparu, remplacé par la satisfaction de savoir qu'ils avaient payé le prix de leurs actes. Maintenant, j'étais libre, et ceux qui avaient essayé de me trahir avaient enfin affronté les conséquences. Le lendemain de son départ, j'ai immédiatement contacté mon avocat pour finaliser le divorce. Il n'y avait pas de temps pour les doutes ou les retards. Tout était minutieusement préparé. Les vidéos, les photographies, les documents, toutes les preuves qui ne laissaient aucun doute sur son infidélité et les stratagèmes financiers impliquant Jacob. Je n'ai pas abordé cela avec émotion. Mon objectif était simple, quitter le mariage avec des pertes minimales et m'assurer qu'elle parte avec rien. J'avais travaillé trop dur pour laisser sa tromperie me coûter plus qu'elle ne l'avait déjà fait. La première audience au tribunal est arrivée rapidement. Elle s'est présentée, essayant de maintenir une façade de confiance, mais son expression la trahissait. Peut-être croyait-elle encore que Jacob viendrait à son secours d'une manière ou d'une autre. Mais j'avais déjà veillé à ce que cela ne soit pas possible. Ses comptes étaient gelés, ses actifs saisis et son nom irrémédiablement terni. Alors qu'elle était assise en face de moi, je pouvais voir les fissures dans sa contenance, les éclairs de doute dans ses yeux. Elle savait qu'elle était en train de perdre. Son avocat a tenté d'argumenter que notre mariage s'était effondré à cause de malentendus mutuels. Je l'ai laissé parler, gardant mon silence jusqu'au bon moment. Puis, sans un mot, j'ai présenté les preuves. Le juge les a examinées attentivement avant de lui demander directement si elle avait eu une liaison avec Jacob. Son visage est devenu pâle. Elle a bégayé, cherchant ses mots, mais le juge l'a interrompu. Les preuves parlaient d'elle-même. Sa défense s'est effondrée en un instant. J'ai regardé la scène se dérouler avec un détachement froid. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa chute se jouait exactement comme je l'avais anticipé. Le juge a soutenu les arguments de mon avocat, rejetant toutes ses demandes financières en raison de sa culpabilité évidente. Elle ne recevrait rien, ni la maison, ni les économies, ni un seul actif de valeur. Des mois plus tôt, j'avais anticipé cette possibilité et pris des précautions. La plupart de nos actifs importants avaient déjà été transférés à mon jeune frère, légalement retirés de nos comptes communs. Même si elle avait tenté de contester la division des biens, elle n'aurait rien trouvé à réclamer. Elle n'avait aucun levier, aucun point d'appui. Chaque mouvement qu'elle faisait menait à une impasse. Le coup final est venu lorsque j'ai proposé un marché. Je lui ai dit que si elle signait immédiatement les papiers de divorce, renonçant à toutes ses revendications, je m'abstiendrais d'aller plus loin. Pas de demande de compensation morale, pas de scandale public. J'ai laissé le poids de mes prochains mots s'installer. Si elle refusait, je rendrais tout public. La presse saurait qui elle était vraiment, et son nom serait traîné dans la boue. Elle s'est figée. Son avocat a tenté de s'opposer, mais je l'ai fixé. La salle est devenue silencieuse alors qu'elle pesait ses options. Il était clair qu'elle n'en avait aucune. Tremblante, elle a signé les papiers, me jetant un dernier regard mêlant haine et impuissance. Je me suis levé, j'ai hoché la tête vers le juge, et je suis parti sans un mot. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors que je sortais, elle est restée assise, vaincue, son monde en ruine. Pour moi, ce n'était pas seulement une fin, c'était la justice. Je savais qu'elle se souviendrait de ce jour pour toujours, et c'était la meilleure revanche. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.